La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. C'est sur ces mots que Jean Monnet a posé les bases de l'Europe. Quel est alors le fonctionnement au sein des institutions européennes ? Clément Lefebvre, acteur du Parlement européen, va nous éclairer sur ces mécanismes internes. Bonjour Clément Lefebvre. Alors, première question un petit peu générale. Pour vous, c'est quoi concrètement l'Europe ? Alors, l'Europe, je distinguerais vraiment la notion d'Europe de la notion d'Union européenne. L'Europe, c'est avant tout un territoire géographique qui s'étend à l'est des monts Urals qui nous séparent de la Russie, à l'ouest l'océan Atlantique. Donc, c'est un territoire géographique qui partage à certains égards une culture et une histoire commune, qui a une histoire d'ailleurs qui est plutôt tournée vers la guerre en fait. Quand on regarde les 2000 dernières années, et ce qui nous mène à l'Union européenne, c'est une construction politique des États membres qui composent l'Europe, des nations en fait qui la composent, qui ont décidé au terme de 2000 années de guerre, de conflits assez sanglantes, de se réunir et d'essayer de construire plutôt que de détruire. Donc, l'Europe, c'est un territoire, l'Union européenne, c'est une construction politique. C'est intéressant la différence qui est faite. Au final, c'est des définitions différentes que vous nous donnez là et c'est pas ce qu'on entend la plupart du temps. Donc, on a souvent tendance, j'ai l'impression, justement à ne pas discerner les deux alors que c'est vraiment totalement opposé. Enfin, pas opposé, mais... Vous avez des États qui font partie de l'Europe, qui ne font pas partie de l'Union européenne. Si on prend par exemple la Serbie, c'est un État qui géographiquement est en Europe et pas dans l'Union européenne. Donc, être un État européen, c'est une condition qui est une condition nécessaire pour appartenir à l'Union européenne, mais c'est une condition qui n'est pas suffisante. On pourra en reparler, il y a d'autres conditions. Quand on était venu la dernière fois au Parlement européen, on avait vu qu'il y avait un fonctionnement de commissions avec des enjeux et des projets associés à ces différentes commissions. Alors, dans votre cas, quelle commission êtes-vous rattaché et quels sont les enjeux du moment, les projets également ? Alors, c'est pas moi qui suis rattaché aux commissions, c'est Dominique Riquet, il est membre d'une commission et suppléant d'une autre commission. Membre et suppléant, ça veut dire que dans l'une des commissions, il est membre de plein droit et dans l'autre, il peut suivre les débats, il peut déposer des amendements et il ne participe pas au vote. Donc, il a un petit peu une commission principale et une commission secondaire. Sa commission principale, c'est la commission des transports et du tourisme et sa commission secondaire, c'est la commission de l'industrie, de l'énergie et de la recherche. Ces deux sujets, plus que deux sujets en réalité, mais ces deux thématiques qui sont très intéressantes et surtout compatibles. Il y a des transports dans l'industrie, il y a de l'industrie dans les transports, donc ça peut être très pratique, notamment sur le plan législatif, dans le dépôt des amendements, de lier ces deux thématiques, de pouvoir avoir une action législative dans l'une des commissions, de la soutenir dans l'autre. C'est exactement ce que je suis en train de faire sur la stratégie hydrogène de l'Union européenne, par exemple. Moi, spécifiquement, mes focus dans ces commissions en transport, c'est le transport ferroviaire, comme je vous l'ai dit, mais également le transport aérien. Et dans la seconde commission, ça va être tout ce qui touche à l'industrie. Même si ce n'est pas fermé, on peut un petit peu déborder selon les intérêts des assistants du bureau, parce qu'on s'entend très bien avec mes collègues. Donc, les sujets en ce moment qui nous occupent dans nos commissions, je vais commencer par la commission des transports. Là, on a beaucoup de dossiers qui sont en bout de processus législatif, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être votés. Le processus de négociation est terminé. Et donc, pêle-mêle, là, on vient de terminer la négociation qui va faire de 2021 l'année européenne du rail. Donc ça, c'est essentiellement une année de communication. En fait, ce n'est pas un texte qui a un grand impact sur le plan législatif. On est également en bout de processus sur un texte qui s'appelle le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Ça, c'est un fonds de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vise à uniformiser l'équipement en infrastructure de transport au sein du marché unique dans l'Union européenne. Ça, pour le coup, extrêmement stratégique. Également, la Commission des transports donne son avis sur la stratégie hydrogène sur laquelle on travaille en commission de l'industrie. Donc, vous voyez que c'est lié. Donc, voilà, il y a vraiment un éventail très très large de sujets sur lesquels on travaille dans les commissions.
Et en ce moment, en commission de l'industrie, ce qui nous occupe, comme je l'ai dit, c'est la stratégie hydrogène. Et là, on est également en bout de processus législatif sur un dossier très intéressant dont on pourra reparler si vous voulez. C'est le Fonds européen de la défense. Donc, c'est un petit peu la première pierre à l'Europe de la défense qui, si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, pose des difficultés depuis 60 ans. C'est un fonds en fait qui vise à mettre en commun des capacités de recherche et de développement pour des produits industriels de défense entre les États membres de l'Union européenne. Donc on a eu une négociation avec notre co-législateur, le Conseil de l'Union européenne, ce lundi. On espérait que ce soit le dernier cycle de négociation, mais malheureusement ça s'est pas aussi bien passé qu'on l'aurait voulu. Donc suite au prochain épisode. Et donc, ça, c'est vraiment pour nos 2 commissions parlementaires. Si vous voulez, je vais revenir un petit peu en arrière et vous parler du fonctionnement des commissions parlementaires en général. Je vous l'avais peut-être dit quand vous étiez venu au Parlement. C'est comme au lycée, vous n'étudiez pas tous les sujets en même temps. Vous avez des matières, vous avez un cours de maths, un cours de français, un cours d'histoire. Au Parlement européen, c'est la même chose. Il y a une vingtaine de commissions parlementaires. Donc vous connaissez ces 2-là, mais il y a de tout, commission de la pêche, commission des affaires étrangères, commission des libertés fondamentales, etc. Les députés ont en majorité 2 commissions. Ça permet aux députés de se spécialiser parce qu'il serait impossible de travailler sérieusement sur tous les sujets. La raison pour laquelle on a aussi cette répartition entre commissions parlementaires, que, outre le fait que sur le plan des compétences, ce serait difficile, sur le plan du temps, ce serait impossible également. Il y a tellement de sujets que tous les députés ne pourraient pas s'occuper de tous les sujets. Donc le cheminement, si on grossit le trait d'un texte au Parlement européen, c'est la Commission européenne fait une proposition législative, le texte arrive sur le bureau du Parlement, la commission parlementaire s'en saisit, commence à faire son travail d'adaptation du texte, vote une position, et ensuite, le texte arrive devant la plénière du Parlement européen. C'est les 705 députés qui se réunissent pour donner leur avis et pour adopter la position du Parlement. Donc, c'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps. Donc, voilà pourquoi on a des commissions parlementaires au Parlement. Et donc, vous comptez à peu près combien de temps à partir du moment où une idée naît d'une commission et du moment où elle est appliquée? Alors, juste, je vais revenir sur un point. Vous avez dit que quand l'idée vient d'une commission, ça, c'est une ambiguïté qui est au niveau de l'Union européenne. En fait, c'est un peu compliqué, c'est pas très instinctif. Il y a la Commission européenne, avec un C majuscule, c'est une institution. Et au sein du Parlement, il y a des commissions parlementaires. Je sais que c'est pas très logique, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est la Commission qui fait une proposition, le Parlement qui s'en saisit, les commissions parlementaires qui travaillent dessus. Pour ce qui est du déroulé, c'est très variable. C'est très variable parce que il peut y avoir un texte assez consensuel où voilà, d'un bout à l'autre, ça prend un peu plus de 6 mois. Il peut y avoir des textes qui sont gelés pendant des années. Là, on a des textes, on est obligé de réouvrir les dossiers parce qu'il n'y a pas eu d'accord pendant 7 ans. Je dirais que pour un texte important au niveau de l'Union européenne, le temps normal se situe autour de 3 ans. Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est le fonctionnement au Parlement. Mais il faut bien voir que la Commission européenne travaille sur un sujet, produit une proposition, l'envoie au co-législateur, donc il y a un triangle institutionnel, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de droit de l'Union européenne. Le Parlement s'en saisit. Il y a tout ce cheminement commission parlementaire, session plénière. En parallèle, le Conseil de l'Union européenne, qui est le co-législateur, fait la même chose. Et ensuite, quand les 2 institutions ont leur position, il y a un travail de négociation qui s'opère entre eux. Et ça peut également prendre du temps. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. Ça peut sembler, pour les gens ou pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de l'Union européenne, long. Et c'est vrai que c'est long. Mais un exemple que j'utilise souvent, c'est imaginez si voilà, dans votre lycée, on vous dit vous devez prendre une décision au niveau du lycée pour le menu de la cantine pour l'année prochaine. Donc, c'est un sujet qui a une importance relative. Ce n'est pas aussi important, par exemple, que voilà, doter un fonds de 30 milliards pour décider dans quel projet on va investir. Donc, vous, dans votre classe, vous allez dire, nous, on voudrait voilà, des petits pois le lundi, des frites le mardi, etc. Vous allez faire vos décisions. Dans les autres classes, ils vont faire la même chose. Vous allez vous mettre d'accord entre vous, entre terminales. Vous allez atteindre des compromis, ça va prendre du temps. Ensuite, on va vous dire il faut faire la même chose avec les premières et avec les secondes.
Et ensuite, vous allez atteindre une position au niveau de votre lycée. Et quand vous aurez fait tout ça, que vous serez bien fatigué, vous en aurez marre de ce sujet, on vous dira, vous allez voir le lycée d'à côté, puis vous allez vous mettre d'accord parce que les menus, ce sera les mêmes. C'est pour ça que ça prend du temps. Pour parler de Dominique Riquet et de son parti, je ne sais plus comment se nomme son parti. Le mouvement radical, social et libéral. D'accord, ok. Et donc, le mouvement social, radical et libéral, il prend régulièrement des décisions et il se rencontre régulièrement. Comment ça se passe? C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, au Parlement européen, on fait partie d'une délégation. Au Parlement, vous faites partie d'une délégation nationale. La délégation nationale, c'est avec les gens de votre nationalité qui partagent vos idées politiques. Et au-delà de ça, il y a des groupes politiques où c'est juste les gens qui partagent vos idées politiques, mais pas forcément de votre nationalité. Nous, notre délégation, c'est la délégation Renaissance, qui a été montée notamment avec le parti En Marche, avec le MoDem, avec Agir et le mouvement radical, qui est un petit parti. Le seul membre du mouvement radical au Parlement européen, c'est Dominique Riquet. Et on fait partie du groupe Renew Europe, qui est le groupe centriste, le groupe le plus pro-européen au Parlement européen. Donc en réalité, on doit prendre des décisions en commun au niveau de notre délégation Renaissance. On ne prend pas de consignes, on décide les orientations entre nous, assez peu au niveau du mouvement radical, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce que la compatibilité des idées de Dominique Riquet avec celle du mouvement est totale. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure le fait que Dominique Riquet fait partie de la délégation Renaissance, c'est ça? Oui, Renaissance. Au sein du groupe Renew Europe. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce groupe, comment il agit et ses valeurs, est-ce qu'elles sont différentes de celles… Est-ce que les valeurs de la délégation sont différentes de celles du groupe? Très bonne question. Alors, les groupes politiques au Parlement européen, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comparer à des partis dans la vie politique nationale. Vous avez, je vais tous vous les faire, ça commence à l'extrême gauche par la GUE, groupe dans lequel la France Insoumise est. Ensuite, vous avez les Verts. Ensuite, vous avez le groupe socialiste, le deuxième plus grand groupe du Parlement. Ensuite, nous, Renew Europe. Ensuite, vous avez le PPE, c'est la droite modérée. L'ECR, c'est les conservateurs. Et ensuite, vous avez ID, qui est le groupe d'extrême droite dans lequel le Rassemblement national est. Et très justement observé, l'alignement des délégations n'est pas toujours total avec la position politique des groupes. Donc, ces groupes, c'est vraiment les voies majeures de la vie politique européenne. Quand on négocie sur un dossier, par exemple, il y a un rapporteur. Un rapporteur, c'est la personne qui est responsable du texte pour le Parlement. Et il y a des shadow rapporteurs. En français, on dit un terme que j'aime pas trop, c'est rapporteur fictif, parce que ça donne l'impression qu'il ne travaille pas. C'est pas vrai, il travaille, mais rapporteur fictif, parce que c'est pas vraiment lui qui représente le Parlement. Et donc, vous n'avez pas un représentant par délégation, parce que sinon, ce serait une cacophonie incroyable. Vous avez un représentant par groupe politique. Et donc, il y a un enjeu en amont dans chaque groupe politique, pour chaque délégation, d'essayer de faire peser ses vues. Et vous l'avez bien compris, ce n'est pas un travail qui est toujours facile parce que si vous prenez par exemple le groupe des socialistes et démocrates, il y a des socialistes et il y a des démocrates. Dans notre groupe qui s'appelle maintenant Renew Europe, mais qui avant s'appelait l'Alliance des libéraux et des démocrates, il y avait des libéraux et il y avait des démocrates. Donc, il faut faire une synthèse des positions de toutes les délégations nationales. Ce n'est pas toujours facile. Après, toutes les délégations n'ont pas le même poids dans les groupes politiques. Nous, par exemple, dans notre groupe Renew Europe, la plus grande délégation, c'est la délégation française. Sur 107 députés, il y a 23 députés qui sont français. Donc, ça nous confère un certain poids, mais pas du tout une majorité. Donc, il ne faut pas croire que, parce qu'on est beaucoup, on peut arriver et imposer nos vues. Non, il faut être dans la recherche du compromis, du consensus avec toutes les autres délégations. Et c'est un travail d'équilibriste qui est très intéressant, mais très difficile. Mais je voudrais dire quand même un point intéressant par rapport à ce budget qui peut sembler être un détail, mais qui en réalité est extrêmement important. On entend toujours parler de la dette de l'État français qui est plus que tel pourcentage de son PIB, etc. On n'entend jamais parler de la dette de l'Union européenne parce qu'en fait, dans ces traités, l'Union européenne n'a pas le droit de faire de dette. Elle n'a pas le droit de s'endetter parce que
Voilà, nous, on est des Latins, les Français, on fait beaucoup de dettes parce que c'est dans notre culture, mais parlez-en à un Néerlandais, à un Danois, le concept de dette, c'est quelque chose dont ils ne veulent absolument pas entendre parler. Or, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, le budget de l'Union européenne, il est négocié à l'avance pour 7 ans. C'est 1 000 milliards d'euros, un petit peu plus, mais pas plus. Et donc, si on veut faire un plan de relance, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de s'endetter. Or, l'Union européenne vous a dit qu'elle ne pouvait pas s'endetter. Donc, il y a une astuce en fait qui a été trouvée dans l'élaboration de ce plan de relance. Ce n'est pas l'Union européenne qui s'endette, c'est la Commission européenne. Problème-solution, mais du coup, nouveau problème. Pour rembourser cet argent, qui est une dette de l'Union européenne, vous avez 2 solutions. Soit augmenter les contributions des États membres pour les prochains budgets, donc augmenter ou bien baisser l'engagement des États membres dans les programmes et juste rembourser. Ça, c'est une solution qui ne nous plaisait pas trop parce que ça veut dire moins d'ambition par la suite, alors que l'idée, ce serait quand même d'aller vers toujours plus d'ambition. Soit créer ce qu'on appelle des ressources propres et donc un prélèvement fiscal de l'Union européenne sur divers sujets. Ça ne veut pas dire des impôts en plus pour les Européens, mais par exemple, il y avait divers projets, une taxe sur les déchets plastiques, une taxe sur les transactions financières, etc. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, en fait. À partir de maintenant, l'Union européenne va pouvoir faire des prélèvements fiscaux qui lui permettront de rembourser progressivement cette dette. Concernant ce plan de relance, il me semble que Dominique Riquet avait dit qu'il était opportun de repenser notre approche en faveur d'une autonomie stratégique renforcée. Qu'est-ce qu'il entend en fait par autonomie stratégique renforcée? Alors, quand il vous a dit ça, d'autant que c'était l'année dernière, donc on ne parlait pas encore plan de relance, même s'il y a des éléments d'autonomie stratégique dans le plan de relance, je pense qu'on peut le comprendre par la recherche de la souveraineté pour l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne doit pouvoir ne dépendre au maximum que d'elle-même sur la scène internationale. Ça a 2 implications principales du point de vue des chaînes stratégiques. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, c'est les masques. On a eu toute cette crise des masques au début de la pandémie en mars, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas du tout d'autonomie stratégique de l'Union européenne pour les masques. Tous les masques étaient faits en Chine et on n'en faisait pas du tout dans l'Union européenne. Donc, ce qui était quand même un gros problème pour la protection des citoyens européens. Bon, je prends cet exemple des masques parce que il est parlant, et ça peut être sur tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous prenez des centrales nucléaires qui sont absolument essentielles dans le mix énergétique européen, il suffit qu'il y ait une pièce qu'on ne sache pas produire en Europe et qui soit produite, je ne sais pas moi, en Chine ou en Inde, pour qu'on soit totalement bloqué et qui puisse nous faire tout le chantage du monde, en fait, nous tenir par la gorge pour tout type de décision parce qu'on dépend d'eux pour notre production énergétique. Donc, il y a une autonomie stratégique sur le plan de l'approvisionnement et également il y a une recherche de l'autonomie stratégique sur le plan de la défense. Et alors là, c'est beaucoup plus délicat parce que la défense, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet régalien. Donc, quand on parle de sujet régalien, en fait, c'est un mot en français qui vient de l'époque où la France était une monarchie. Le domaine régalien, c'était le domaine qui revenait au roi. Donc la défense, la diplomatie, voilà, c'était des sujets régaliens. Ben, c'est un petit peu pareil. Les États membres protègent jalousement leurs compétences en matière de défense parce qu'ils considèrent que voilà, l'Union européenne n'a pas à s'occuper de ça. Et à certains égards, c'est un peu vrai parce que tous les États membres n'ont pas des armées, tous les États membres n'ont pas des capacités de défense. Il y a, maintenant que la Grande-Bretagne est partie, une grande puissance militaire en Europe, c'est la France. Et donc la France peut estimer qu'il serait pertinent qu'elle ait un petit peu le lead sur les questions de défense dans l'Union européenne. Mais les autres pays ne vont pas l'accepter pour autant. Après, il y a d'autres pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qui ont des armées, c'est plus petites que la France, mais des armées quand même. Et ensuite, c'est vraiment de toutes petites armées partout dans l'Union européenne. Mais si on veut vraiment parler d'une seule voix au niveau international, si on veut avoir une capacité de projection européenne, il faut progressivement se poser la question de cette défense européenne. Beaucoup d'États y sont opposés et du coup, là, je vous parlais du fonds de défense tout à l'heure, on est un petit peu rentré par la fenêtre plutôt que par la porte. À défaut de créer une capacité de défense commune, on a créé cette capacité pour faire de la recherche et du développement sur
produits de défense, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre, et c'est très simple. Si vous regardez les budgets des grands pays de ce monde en matière de défense, vous avez en premier les États-Unis, qui ont un budget absolument colossal. Ils dépensent 700 milliards de dollars par an juste pour la défense. C'est énorme. Ensuite, ils sont suivis par la Chine à peu près 150 milliards. Donc vous voyez bien l'écart, c'est vraiment plus de 4 fois plus. Et ensuite, vous avez la Russie, et ensuite la France, ensuite la Grande-Bretagne. Voilà. Donc vous voyez que nous, on est assez loin dans le classement. Et si vous prenez la somme de tous les budgets de défense des États membres de l'Union européenne, on est à 200 milliards de dollars par an. Ce qui nous mettrait en réalité en position pour être la deuxième puissance militaire mondiale. Ce qu'on n'est pas du tout. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on n'a aucune coordination, on tire dans tous les sens. Là où les États-Unis construisent un tank, nous, on construit 40 types de blindés différents, et ils construisent un avion de chasse, nous, on en a 4. Et du coup, vous avez des perditions de chaleur au niveau de la recherche et du développement, parce qu'on pourrait faire d'énormes économies. En plus, il y a des États membres qui n'achètent même pas du matériel européen. Si vous regardez les Polonais, les Néerlandais et les Belges, par exemple, ils achètent essentiellement des avions américains, parce que les Américains sont malins, ils arrivent à lier ça avec des accords de protection sur le plan géopolitique. Mais donc, il y a vraiment des progrès à faire là-dessus, et le Fonds européen de la défense, c'est vraiment une première brique pour l'Union européenne de la défense, et qui participe à cette recherche de l'autonomie stratégique.